Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour cette petite décalage, ce petit décalage de démarrage de la vidéo. Nous avons changé de logiciel de streaming et malgré des essais préliminaires, eh bien, il y a quand même eu un incident technique toujours au dernier moment. Bon, écoutez, j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur de cette ce petit retard. Voilà. Donc, aujourd'hui, chronique des barbaries du 21 août 2024. Donc, une émission estivale avec deux thèmes principaux, je dirais. D'une part, un regard sur la période, donc l'OTAN sur le sol russe en particulier, et le sujet principal d'aujourd'hui, la lecture du livre et mes impressions, et ce que ça a éveillé en moi, du livre Le Grand Soulèvement de Romain Guérin. Alors, commençons dès maintenant, si vous le voulez bien, par, un peu comme à l'accoutumée, une maxime de Gaston Courtois. Appropriée, je dirais, à cette période estivale de vacances. Donc, c'est un art pour un chef que de savoir prendre du repos. Mais cet art est indispensable et le chef qui le néglige, pour lui-même, est exposé un jour ou l'autre à perdre le contrôle de ses réflexes. Gengis Khan disait que le chef infatigable n'est pas apte à commander. Voilà, c'est une maxime, je dirais, qui s'adresse justement aux gens qui dirigent, mais plus largement, mais en particulier aux chefs, parfois qui se croient un peu indispensables. Eh bien, il faut qu'ils sachent également se ménager, se reposer. Bon, et c'est justement en cette période d'été le bon moment pour prendre un peu de recul et prendre du repos pour être plus fort par la suite. Alors, aujourd'hui, d'abord, donc après cette citation, première chose, regard sur la période. Comme je l'ai annoncé lors de l'émission de la fin juin dernier, la dernière chronique des barbaries, la guerre directe entre l'OTAN et la Russie se rapproche. Eh bien, c'est ce que j'annonçais fin juin, eh bien c'est ce qui s'est produit. Là, nous y sommes, puisqu'il y a eu une attaque sur le sol russe non contesté, le sol russe, je dirais, post-effondrement de l'Union soviétique, et donc une attaque sur le sol russe, avec bien évidemment le feu vert de l'OTAN. Enfin, quand on nous dit le contraire, que les Américains n'avaient pas été prévenus, etc., soyons sérieux. Même les services britanniques ont annoncé officiellement qu'ils avaient participé à la préparation de cette offensive. Donc soyons sérieux. C'est dans le but d'essayer de détourner les troupes russes du front du Donbass pour éviter justement d'avoir trop de forces, de disperser les forces russes et pour éviter justement l'enfoncement des lignes qui est plus ou moins en train de se produire en ce moment. Donc, si les Britanniques sont au courant, bien évidemment que les Américains le sont, les Five Eyes, comme ils s'appellent eux-mêmes, partagent tous leurs secrets. Enfin, c'est vraiment une pantalonnade que nous faire croire qu'eux, ils n'étaient pas au courant. Je pense que c'est juste parce que ils ont peur que ça tourne un peu mal, et puis en cette période électorale aux États-Unis, ils n'ont pas forcément envie d'être mouillés dans cette affaire. Donc c'est les Anglais qui sont à la manœuvre au niveau de la communication. Alors, est-ce que j'exagère en disant qu'il y a eu justement un feu vert, une participation de l'OTAN, et donc maintenant on est dans une confrontation
quasiment directe entre l'OTAN et la Russie par proxy interposé, toujours par proxy interposé, mais d'un niveau supérieur, puisque là on est sur le sol russe non contesté. Alors, déjà, le renseignement, qui fournit les renseignements, qui fournit les données satellites, qui envoie des drones tournés pour faire des repérages et dire, bah là, les défenses sont plus fortes, ici les défenses sont plus faibles, il y a tel engin à tel endroit, etc., tel matériel militaire à tel autre. Le renseignement, il vient de l'OTAN. Les satellites, ils sont de l'OTAN. Les drones d'observation, ils sont de l'OTAN. Les AWACS, ils sont de l'OTAN. Soyons sérieux, l'Ukraine n'a pas les moyens de lancer une opération comme ça, en aveugle complet, sans avoir des renseignements pour savoir où, justement, porter leurs forces. Deuxièmement, les armes qui sont employées. Les armes, c'est quasiment que des armes, désormais, de l'OTAN. Là, on voit ici un véhicule militaire, mais on peut parler de tous les armements, des missiles, des attaques MS, etc. Tout le matériel et toute l'organisation et même la tactique employée est une tactique qui vient de l'OTAN. Donc, soyons sérieux. D'ailleurs, le Canada vient d'autoriser les Ukrainiens à utiliser leur armement sur le sol russe. Voilà. Le Canadien, c'est un ballon d'essai, hein, c'est un peu toujours la même chose. Dans la même veine, on parle fortement avec l'arrivée des F-16, donc de nouvelles armes de nouveau pour l'Ukraine, pour poursuivre cette guerre et faire monter les enchères. On parle d'une zone d'exclusion aérienne pour protéger les F-16 qui se situerait en Pologne, qui situerait en Roumanie. C'est-à-dire que les missiles qui tireraient pour protéger les systèmes antiaériens qui seraient là pour protéger les F-16 et peut-être les garages même où ils seraient stockés, il ferait juste un saut de puce en Ukraine pour ne pas dire qu'ils décollent d'une base directement d'un pays de l'OTAN. Il ferait un saut de puce avant d'aller faire leur mission de guerre. Donc, on parle donc d'une zone d'exclusion aérienne qui serait avec du matériel qui serait déployé et utilisé en Pologne, en Roumanie, c'est-à-dire dans les pays de l'OTAN, peut-être dans d'autres pays également. Donc, on est complètement dans une confrontation qui est de plus en plus directe. Un autre élément très important, c'est qu'il faut, et qui montre qu'ils sont pressés de ça, outre les difficultés des Ukrainiens sur le front, des proxys ukrainiens, des ukro-atlantistes, comme disent certains, il faut déclencher cette guerre avant l'élection probable de Trump. Trump a dit, moi je mettrai fin à cette guerre en 24 heures. Bon, après on connaît Trump, il est parfois un peu... comment dire, très prolixe et il aime bien les effets d'annonce. Bon, nul doute qu'il a la volonté de réduire l'exposition étrangère et le déploiement des États-Unis à l'étranger. C'est une évidence, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait et tenté de faire dans son premier mandat. Donc là, il est certain que pour l'oligarchie, pour BlackRock et tous ces gens-là qui ont des intérêts puissants en Ukraine, il y en a énormément, hein, je cite simplement le plus connu, le plus emblématique, il est bien évident que c'est très ennuyeux. Donc il faut absolument faire monter les enchères à un tel niveau que Trump ne puisse plus, quelque part, faire machine arrière. Donc là, donc il est très important de déclencher ça avant l'élection, car s'il est élu, ça risquerait de remettre en cause tous ses plans. Mais c'est également, je pense, la décision de Macron de faire la dissolution de l'Assemblée nationale, ça participe de ça, parce qu'il veut avoir les coups des franches à la rentrée pour pouvoir faire ce qu'il a envie. D'ailleurs, j'en profite là aujourd'hui, puisque hier, Glucksmann, que j'ai pronostiqué comme étant sans doute, lui ou un de ses clones, mais probablement lui est très bien placé, comme étant le futur Premier ministre, est totalement dans cette optique de faire la guerre à outrance à la Russie,
Bon, c'est un agent américain qui a déjà agi en Géorgie, donc c'est tout à fait adapté. Et donc du coup, c'est ce qu'il souhaite faire, puisque s'il avait eu un gouvernement faible, de plus en plus faible, avec une majorité certes relative, mais qui risquait d'avoir une motion de censure ou d'avoir un budget pas adopté, Macron ne pouvait pas prendre ce risque. Et donc ça a participé, je pense, le fait qu'il puisse s'engager plus franchement dans la guerre, à cette décision de dissolution. Et donc, Glucksmann a fait une déclaration hier, justement, rejetant la France insoumise. Enfin, on est dans un théâtre, là, chacun joue encore son rôle, comme à l'époque de la réforme de retraite. On est dans un théâtre d'ombre où chacun joue un petit peu son rôle. Nous, gauchistes, ah oui, mais moi, donc, on exclut les gauchistes, qui va permettre de reformer l'alliance centrale, de la troisième voie version Macron qu'il avait déjà fait en 2017 et qu'il cherche de réinitialiser et de revitaliser par sa manœuvre politique actuelle. Je ferme la parenthèse. Parallèlement à ça, Orban fait tout son possible pour stopper ce processus, parce qu'il est au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame. Il a fait une tournée mondiale, il a envoyé aux dirigeants européens un plan pour mettre fin aux hostilités en Ukraine. Il a été balagboulé, il est président pourtant actuellement de l'Union européenne, mais on ne tient absolument pas compte de ses actions, et même on essaye de l'empêcher de mener son mandat normal de président de l'Union européenne pour les 6 mois en cours. Alors, on va faire un petit détour par Israël, par le Proche-Orient, pour montrer qu'il y a en fait ce qui est en train de se mettre en place, au-delà de ce regard sur la période là où on a fait un zoom, c'est la méthode, ce qu'on appellera la méthode Gaza. Et on voit bien ici le regard entre Anthony Blinken, qui est donc le secrétaire, disons le ministre des Affaires étrangères américain, et Benjamin Netanyahu, qui est actuellement le va-t-en-guerre, Premier ministre, et qui échappe à la justice à cause justement des actions qu'il mène. Donc on voit bien la complicité qu'il y a là. Et cette méthode Gaza, quelle est-elle? Cette méthode, c'est la déshumanisation. La déshumanisation, ça consiste à considérer les gens comme n'étant plus des humains. Les Arabes ne sont pas des humains, les Palestiniens ne sont pas des humains. La même chose a été faite pour les Russes, où on les traite d'orques. Les orques, vous savez, c'est ces êtres affreux qui existent dans l'imagination de Tolkien, notamment pour sa suite Le Seigneur des Anneaux, donc des guerriers horribles, etc. Voilà, donc des gens qui ne sont plus des humains, ils appellent les orques. Mais également le peuple français, c'est vraiment une méthode. Quand on classe une étiquette extrême droite, une étiquette complotiste, une étiquette non vaccinée, etc., etc., on exclut totalement. C'est-à-dire ces gens-là, bon, ils comptent pour rien, et c'est rien, ça n'existe pas, c'est même pas des humains, on peut faire ce qu'on veut avec eux. Donc, ce qui fait que, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune place, or que c'est le parti qui est arrivé en tête aux élections tant européennes qu'à l'Assemblée nationale, que législative en juin dernier, bien qu'il n'y a aucune place dans les institutions de l'Assemblée nationale, du Parlement, pour l'Assemblée nationale, ce qui est complètement rond, et n'est même pas constitutionnel. Hein. La Constitution prévoit, et le règlement de l'Assemblée nationale prévoit justement une répartition en fonction justement du nombre de sièges obtenus. Donc, ces gens ne comptent pas, n'ont aucune légitimité, aucune voix, aucun débat n'est possible avec eux, n'existe pas. C'est l'invisibilisation, la déshumanisation. Et c'est vraiment la même méthode. Et à partir de là, à partir du moment où vous n'avez plus affaire à des humains, mais c'est la même méthode qu'emploie Daesh. Hein. Daesh, c'est ça. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas intégristes, sont même plus des humains, on peut les tuer, on peut faire ce qu'on veut. C'est ce qui explique que beaucoup n'ont même pas de remords des crimes qu'ils commettent, puisqu'ils ont tué des choses qui ne sont plus des humains. Vous voyez, c'est la même méthode, c'est une méthode proprement fasciste. Un chat, un chat. Et donc, à partir de là, on autorise tous les crimes.
tout est possible, tout est ouvert. À partir du moment où c'est pas des humains, c'est même pas... On a plus de respect pour des animaux, quelque part. Et encore. J'ai posté une vidéo cette semaine, c'est assez horrible à ce sujet-là, sur ce qui s'est passé à Gaza, vous verrez, sur les groupes Facebook de AP6R notamment. Plus, si on ajoute à ça, l'irréalisme de la trajectoire actuelle des gens qui nous dirigent, et leur nihilisme, puisque ces gens qui n'ont pas d'enfants, c'est des gens qui sont qui se projettent pas véritablement dans l'avenir. À partir de là, bon, dans la foulée des Nietzsche et compagnie, hein, ce nihilisme actuel, cette décadence, cette barbarie, se traduit par la possibilité justement d'augmenter ces crimes, de les rendre encore plus terribles. C'est-à-dire, il y a la déshumanisation, mais en plus, on est en dehors du réel, on ne regarde pas le réel tel qu'il est, et puis on est nihiliste. Après moi, la fin du monde, quelque part. Et donc, la possibilité de ces crimes augmente en proportion importante de ce deuxième fait. Et donc, c'est non seulement une méthode, mais avec des gens qui sont alors à la tête, qui sont capables d'aller jusqu'au bout, si vous voulez. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans la période actuelle. Et en Ukraine, donc, et comme à Gaza, et également ailleurs, eh bien, on pratique cela. C'est-à-dire, il y a des bombardements des civils. Dans le Donbass, c'est depuis 2014 que les civils sont bombardés quasiment quotidiennement. Mais vous prenez Israël, depuis 2011, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps, ils bombardent la Syrie, le Liban, en Irak, où ils veulent. C'est des actions proprement terroristes, mais quasiment de façon quotidienne, si vous voulez. Hein. Donc des zones civiles, des aéroports, des choses, voilà. Donc on est dans le tout est permis. Dans la mise en chaîne de Boutcha en Ukraine, cette intervention dans la région de Koursk, où non seulement on kidnappe, on tue des civils, mais on tue aussi, et surtout, enfin, et principalement des Ukrainiens, parce que c'est la nation ukrainienne aujourd'hui qui est totalement détruite, en définitive, par les gens qui les dirigent, qui sont juste des gens corrompus et qui s'enrichissent véritablement. Enfin, je crois que c'est Jalousie, il est parti là, pour faire ambassadeur d'Angleterre avec 25 millions. Allez, roulez jeunesse. Pour avoir fait tuer des dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, et estropier plein d'autres. Donc voilà, ne serait-ce que pour les impacts en année, et les kidnappings de civils russes notamment, le terrorisme, parce qu'ils font des incursions et des tirs complètement indiscriminés dans leurs attaques pour sauver la terreur, justement, c'est vraiment des actes terroristes, et des bombardements dans des zones civiles, avec cette région de Koursk, de triste mémoire, puisque ça a été un des endroits lors de la Deuxième Guerre mondiale de l'affrontement entre l'Allemagne nazie et l'URSS, avec des gens, là c'est des photos d'aujourd'hui, c'est pas des photos de la Deuxième Guerre mondiale, qui se pavanent avec des insignes SS, actuellement dans la région de Koursk. Voilà le genre de personnage auquel nous avons affaire. Et puis, en perspective, attaque d'une centrale nucléaire, notamment à Zaporizhia, là il y a eu une tour de refroidissement qui a été attaquée récemment avec un incendie à l'intérieur, et un des objectifs c'était justement de s'emparer d'une centrale nucléaire dans la région de Koursk afin de faire une menace, de faire un incident nucléaire majeur en Russie, sur le territoire russe non contesté. Enfin, on est dans le terrorisme pur et simple. Et puis, engagement de l'OTAN, donc tout cela c'est une méthode, donc je dis c'est la méthode qui est employée à Gaza, c'est la méthode qui est employée en Ukraine, il n'y a plus de règles de la guerre quasiment. Hein. Donc on voit dans quoi on est, dans les crimes de guerre permanents, dans les génocides, dans les massacres permanents, avec des forces spéciales et des mercenaires qui sont membres, qui sont otanesques. Donc voilà la situation. Et en réalité, à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui? Au retour du capitalisme tel qu'il était, de l'impérialisme tel qu'il était, qui est déjà quand même responsable, il ne faut quand même pas l'oublier, de 2 guerres mondiales, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité quand même. Mais en plus hideux et en plus odieux en hauteur, car comme ils sont définitivement décadents,
c'est vraiment une barbarie plus grande encore que celle qu'on a connue qui est face à nous, en réalité. Et cela, c'est important de l'avoir en tête, puisque l'hégémonie américaine, le maintien de l'hégémonie américaine, de l'hégémonie notamment au travers du dollar, est à ce prix. Voilà donc ce regard sur la période, avec une autre chose que je voudrais évoquer, un peu différente de celle-là, mais qui m'apparaît assez importante, c'est ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Puisque j'ai parlé de l'impérialisme, donc l'impérialisme, c'est dominer d'autres pays. Hein. Nous sommes nous-mêmes, la France, un pays colonisé et vassalisé sous le souverain qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et je voudrais faire un peu un parallèle parce que et réaffirmer autre chose, c'est que la nation, c'est la paix. Et je dirais les événements en Nouvelle-Calédonie, avec le couvre-feu qui a été instauré il y a 5 jours, je crois, dans certains endroits au moins, c'est que la nation, c'est la paix. Parce qu'on nous dit la nation, c'est la guerre. Non, c'est pas la nation qui est la guerre. Ou des guerres parfois locales, parce qu'il y a des différends entre deux pays. Mais c'est l'impérialisme surtout qui est la guerre. Parce que, pourquoi? Et là, sur l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, le multiculturalisme ne marche pas. Historiquement, ça n'a jamais marché. La tour de Babel, c'est bien, c'est le symbole de l'Europe en plus. La tour de Babel, ça n'a jamais marché. Ça n'aboutit toujours qu'à des drames, qu'à des choses terribles. Donc, on le voit en Ukraine, puisqu'il y avait des Ukrainiens d'origine et puis des russophones. Hein. L'utopie, je dirais, soviétique de mélanger tout ça, on voit bien que ça finit toujours par résurgir, avoir des résurgences nationales. Parce que qu'est-ce que c'est que la nation, qu'est-ce que c'est que le peuple? C'est l'identité. Et l'identité, c'est le verbe être. Le verbe être, c'est très important parce que c'est ce que vous êtes. Donc, nier cela, c'est nier l'humanité. Mais bon, la Nouvelle-Calédonie, les Balkans, avec toutes les guerres qu'il y a eu récentes ou plus anciennes, etc., etc., on pourra remonter, mais dans l'histoire, depuis très longtemps. Et en fait, le multiculturalisme, c'est la guerre. Et l'impérialisme, ou le colonialisme, qui est un de ses corollaires, hein, c'est aussi une variante. On va mélanger les gens, on va nier les cultures, on va y avoir une culture qui va écraser une autre. Demandez aux Indiens d'Amérique, par exemple, ce qu'ils en pensent, ou en Espagne, en Amérique également, ce qu'ils pensent des interventions des Espagnols, des conquistadors. On voit bien que ce multiculturalisme finit par faire la guerre. On éradique, au final. Or que la nation, c'est exactement le contraire. La nation, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, justement. Et à partir de là, eh bien, vous avez une autonomie, et les peuples, s'ils sont consistants, eh bien, ils vont vivre entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont enfermés, ça veut dire qu'ils échangent avec les autres de façon normale et civilisée. Hein. Donc, moi, je pense, typiquement pour ce genre de situation, comme en Nouvelle-Calédonie, il faut faire un référendum, sans doute, d'indépendance, parce qu'on n'en sortira pas autrement, par canton. Parce que ce sont deux cultures, deux peuples différents. Entre les Kanaks et les Caldoches, c'est vraiment évident que ce sont deux peuples différents quand même. Enfin, ça crève les yeux. Donc, référendum par canton, mais donc justement par des petites entités avec une division en deux entités nationales. C'est ce qui s'est souvent passé dans l'histoire. Et deux entités nationales, du coup, qui pourront coopérer, pourquoi pas, hein, c'est pas, ils sont sur la même île, c'est pas forcément pour se faire la guerre, toujours. Regardez, un exemple récent, ça a été la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, ils auraient pu être forcés à rester ensemble, non? Ils ont décidé d'un commun accord. Je ne sais pas s'il y a eu de référendum, je ne crois pas, mais ils ont décidé, bon, il y a eu différentes élections, eh bien, ils ont décidé d'un commun accord de se séparer en deux nations différentes, parce que c'était la Tchécoslovaquie, hein, donc avec des Tchèques et des Slovaques, eh bien, ils se sont divisés en deux, entre Tchéquie et Slovaquie. Et ils continuent, ils ont des relations
tout à fait apaisés entre eux et qui continuent d'être de coopération. Or, on les aurait forcés à rester ensemble, bah, peut-être qu'il y aurait eu des affrontements, etc. Donc, voilà, c'est ça qui fonctionne. La nation, c'est la paix, c'est le mantra contraire que les impérialistes, que les gens du système nous rabâchent sans cesse. L'impérialisme, oui, c'est la guerre, mais c'est l'impérialisme, c'est pas les nations. Autre point important, sur une leçon quand même de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les référendums mal calibrés sont des générateurs de guerre civile. Parce que si vous êtes dans un corps électoral, mais même si vous représentez que 20%, mais que vous ne reconnaissez pas la légitimité de ce corps électoral, que vous ne faites pas peuple, tout simplement, donc avec les contraintes et les solidarités qui en résultent, eh bien forcément que vous n'acceptez, même si vous êtes à 20%, donc vous êtes ultra minoritaire, mais vous n'accepterez pas le résultat de ces élections. Je vais prendre un autre exemple dans un autre domaine. Imaginons qu'il y ait eu un référendum sur la vaccination obligatoire à l'époque du Covid. Eh bien, ceux qui refusaient de se faire vacciner ne se seraient pas fait vacciner, de toute façon. Et il y aurait beau y avoir un référendum, ils auraient refusé de se faire vacciner. Et ils auraient refusé peut-être même manu militari. Vous voyez ce que je voulais dire? Il y a des points, le référendum est effectivement une expression importante de démocratie directe, et c'est, je dirais le maximum, mais attention, il faut le manier avec prudence, hein, et vigilance. C'est pour ça que nous avons prévu un certain nombre de mécanismes, justement, non pas qui délégitiment ou qui n'enlèvent le pouvoir au peuple, mais qui permettent de dire attention, ce référendum potentiellement peut poser des problèmes. Voilà, bon, j'étais déjà un petit peu long sur cette partie, je ne vais pas encore commencer. Le cœur, et en plus avec du retard, on a commencé cette émission, on va commencer le cœur de cette émission de ce soir, consacrée à une lecture d'été, lecture de vacances, justement comme je le disais en préambule, donc où j'ai lu Le Grand Soulèvement, et donc moi c'est le sous-titre que je rajoute, hein, ou les illusions de la droite conservatrice. Donc avant toute chose, hein, pour les gens qui me regardent, il n'y a aucune acrimonie, même si parfois je vais faire peut-être une critique qui pourra paraître sévère, je ne critique pas l'homme, je ne critique pas les hommes, je critique, c'est quelque chose que j'essaye de m'interdire, j'essaye de rester sur le terrain des idées, de ce qui est exprimé, de ce qui est révélateur. Et donc, voilà, ça reste une lecture de l'été, ça reste un roman, mais ce roman, nous verrons dans un deuxième temps de quoi il est révélateur, justement. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'illusions à faire tomber. Il y en a partout, hein. Des illusions, il y en a partout. Et quand on écoute la France Insoumise avec les âneries qu'ils sortent au niveau institutionnel, par exemple, on voit bien que les illusions, même il y en a à très haut niveau, à très haut niveau dans les partis dits potentiellement de gouvernement. Et puis nous finirons sur un autre aspect que j'appellerais la crise sacrificielle. Nous verrons de quoi il s'agit à la fin. Alors, commençons donc. Lecture d'été. Oui, lecture d'été, puisque en été, on abandonne un petit peu les lectures plus sérieuses, enfin, même non pas si c'était sérieux, mais on lit plus de romans, si vous me le permettez. Et donc, j'ai vu une émission et j'ai vu le grand soulèvement de Romain Guérin, qui est un écrivain, je dirais, talentueux, hein. Et donc, c'est pas son premier roman, il a eu d'autres romans, dont notamment le journal d'Anne France, qui était un succès assez important. Il y a beaucoup de lecteurs, vous verrez sur Amazon les commentaires sur son livre, ils sont souvent élogieux. Donc c'est un écrivain, je dirais, notable d'aujourd'hui, qui se situe bien à droite, dans la droite conservatrice, je dirais, hein, je l'appelle comme ça.
Et puis lecture d'été, je vous invite à lire également le roman que nous avons commis, hein, donc que j'ai signé mais que nous avons rédigé quand même je me suis fait aider de mes amis pour le rédiger. Donc le but c'est la vie, la métamorphose des moutons, un roman de résistant également, un roman qui a aussi une vocation politique comme celui-ci, le grand soulèvement que nous allons regarder maintenant plus attentivement. En commençant d'abord par... ah oui, alors je vous suggère avant cela également de, si ça vous intéresse, de voir l'émission, l'interview du Cercle Aristote, donc avec Pierre-Yves Rougeron, de Romain Guérin, qui, vers le grand soulèvement, point d'interrogation. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir cette émission qui dure une petite heure, je crois, un peu moins d'une heure. Alors, pour commencer, alors je ne vais pas révéler l'intrigue, la trame et tout ça, hein, je vais pas, ça serait malvenu, je dirais, de dévoiler tout ça. Mais je dirais, bon, quand même, je suis quand même en parler. Donc l'histoire et les personnages, je dirais, sont à la Monte Cristo, à la Jean Valjean dans Les Misérables. Donc on est sur une trame avec des éléments connus, d'ailleurs Romain Guérin ne s'en cache pas. Toutefois, il y a une idée originale, vraiment, dans ce livre, et effectivement, enfin, personnellement, en tout cas, j'en ai deviné la trame assez rapidement. Bon, après, je laisse les autres lecteurs voir s'ils en devinent la trame également. Mais il y a une vraie idée originale dans cet ouvrage, donc je la souligne et l'intéresse, et vous en faites part, sans vous la dévoiler. Question centrale, toutefois, l'avortement. Bon, c'est pas un secret, puisque dans l'interview qu'il a donnée, dont je parlais tout à l'heure, il en parle également, Romain Guérin. Et puis, voilà, une chose importante quand même, c'est bien écrit, c'est un vrai romancier, ce que je n'ai pas la prétention d'être, avec ce livre, Le but c'est la vie. Moi, c'est un livre réellement, je dirais, militant, peut-être pas à thème, hein, mais je dirais qui a un style, je dirais, moins littéraire et plus direct. Hein. Bon, après, voilà, c'est chacun son style, donc il faut dire que, oui, effectivement, c'est bien écrit. Alors, on recule plutôt que d'avancer. Alors, il propose une histoire que je qualifierais quand même malgré tout de rocambolesque. Hein. Bon, voilà, voilà. Peut-être une incise, je dirais, la crédibilité de l'histoire est quand même relativement, c'est un peu tiré par les cheveux, je dirais, mais du coup, je dirais, dans une perspective réaliste, moi qui j'essaye d'être quelqu'un de réaliste, je dirais, on ne tient pas la promesse du titre, puisque deux grands soulèvements, il n'y en a pas finalement, et donc la promesse du titre, d'un point de vue réaliste, je dirais, si on s'attendait à dire « Ah mais attendez, on a un roman là qui va nous donner la clé pour pouvoir réussir à ce que la résistance se soulève et réussisse à bouleverser la donne », bon, là, malheureusement, on peut dire qu'on reste un petit peu sur sa fin, sur ce point de vue-là, y compris d'un point de vue romanesque, je dirais, puisque, je dirais, ce grand soulèvement, quelque part, est reporté à une suite, puisque le livre se finit par début. Vous savez, normalement, on signe fin à la fin d'un livre, et là, c'est signé. Signé. Ça se termine par début, donc... ça sera dans un deuxième tome, j'imagine, que l'on assistera à ce grand soulèvement. Donc voilà. Donc, grand soulèvement, je dirais, bon, voilà, on a les prémices, mais on reste un petit peu sur sa fin, tant d'un point de vue réaliste que d'un point de vue romanesque. Bon. Mais ça, c'est pas très grave. Alors, quelques passages qui m'ont personnellement intéressé le plus,
C'est notamment ce que j'appellerais la lucidité à propos de la fréquentation des églises et plus généralement de la religion, de la foi. Je cite un passage. Il n'y a plus que les mystiques, les estropiés et les nostalgiques pour assister aux offices. C'est fini. On ne reviendra plus jamais en arrière. Ce passage est intéressant parce que c'est fini et on ne reviendra plus jamais en arrière. Je pense qu'il est très... Alors, c'est pas un personnage principal, c'est un petit personnage secondaire, mais assez important quand même, qui dit ça. On peut penser quand même que l'auteur le pense un peu malgré tout. Il n'y a pas de retour en arrière, je pense que c'est important. Et cette fréquentation des églises, elle est finie. C'est fini, cette histoire-là est terminée. Et bon, certes, juste après, il disqualifie un petit peu le propos de ce personnage, un petit peu secondaire, parce qu'il parle des extraterrestres. Bon, du coup, ça relativise quand même le discours, mais c'est quand même dit. C'est quand même dit, et je pense que quelque part, ça montre une certaine lucidité. Hein. Moi, je n'ai pas de preuve de l'auteur par rapport à cette situation. Et d'autant plus que page 198, il réitère, mais cette fois-ci, au travers du personnage principal. Voilà. Il y a deux personnages principaux. D'un des personnages vraiment principaux, Mortemine, où il dit « La foi, c'est un fait, a largement disparu. » Tout est dit. Je veux dire, la foi, c'est un fait. C'est même pas un jugement, c'est un fait. C'est tout. Elle a largement disparu. Donc ça, c'est un élément important, me semble-t-il, puisque souvent dans les milieux de droite conservatrice, on est très attaché à l'Église, au catholicisme, etc. Alors l'Église, pas forcément Rome, avec son pape, etc. Mais voilà, à la religion catholique. Et, voilà. Là, on a mis les deux pieds dans la soupe, là. On a dit, non, c'est fini. Et on ne reviendra plus jamais en arrière. C'est fini. On verra pourquoi et en quoi c'est réellement important, cette partie. Moi, je vois également un certain nombre de convergences. Je crois que c'est le même personnage qui parle encore. Hein. Page 101. Page 101. Oui, c'est le même personnage qui parle. Je vais faire une citation, si vous voulez bien. De convergence, justement, avec la façon dont je vois les choses et la façon dont les exprime Romain Guérin. Pour Lucien, la vie était un absolu. Elle n'avait pas d'autre but qu'elle-même. Pour Lucien, la vie était un absolu. Elle n'avait pas d'autre but qu'elle-même. Pierre ne savait pas si la vie avait un but. Une simple observation permettait en revanche de connaître sa direction. Plus la vie avance, plus elle se complexifie et plus elle s'étend. Voilà, je n'ai pas cité le passage en entier, j'ai cité que les parties qui me semblent les plus intéressantes, parce que le but c'est la vie, bon, je sais rien, mais c'est exactement ça. Pour Lucien, la vie était un absolu, elle n'avait pas d'autre but qu'elle-même. Le but, c'est la vie. Je crois que là, on a une convergence extrêmement importante, et encore plus large que ça. Nous allons le voir. Autre part, l'histoire a un sens, l'histoire a une direction, qui corrobore ce qui était dit d'ailleurs précédemment. Hein. Pierre, qui est ce fameux personnage secondaire, peut-être la petite voix dans la tête de Romain Guérin, hein, qui contredit peut-être le fil directeur principal, qui dit « Plus la vie avance, plus elle se complexifie, plus elle s'étend. » Une simple observation permettait en revanche de connaître sa direction, la direction de la vie. On voit bien que l'histoire a un sens, l'histoire a une direction. Donc le temps compte, l'époque compte. Nous allons voir que ça va être très important. Et cette complexification, ce qu'il appelle complexification et extension de la vie, personnellement, je préfère
parler de structuration croissante. Sur la complexification, la complexité, c'est quelque chose qui nous appartient aux hommes. C'est-à-dire, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est complexe à comprendre pour nous? C'est notre appréhension des choses qui vont dire que c'est complexe. Mais je parlerai simplement de structuration croissante. Et donc j'élargis ça, pas simplement à la vie, pour lequel il y a effectivement cette tendance, mais à ce que j'appelle, ou ce que d'autres appellent également, le principe, la négantropie, ou le principe négantropique. Je vous renvoie là aux émissions croisées du Cercle du renouvellement constitutionnel et du Cercle du renouvellement spirituel. Nous avons consacré, donc notamment dans la deuxième partie, une présentation spécifique sur cette question de la négantropie, avec, moi j'exprime de cette façon, tendance de la matière et de l'énergie à se structurer toujours plus de manière locale et temporaire. Voilà. Ça, et donc ça a une dimension cosmologique, cosmique, véritablement, universelle, mais universelle au sens de tout l'univers, hein. C'est pas universel simplement sur la Terre. Hein. Donc là, on touche quelque chose de tout à fait important et qui me semble une convergence que j'élargis, que je me permets d'élargir justement à tout l'univers, à tout le cosmos, à ce que certains appellent Dieu, hein, pourquoi pas. Alors après, on va être un peu plus polémique sur certains points, parce que après, Pacha 87 notamment, il nous fait la description d'un modèle de ruche. Et ça m'a rappelé un roman que j'avais lu il y a bien longtemps maintenant, dont je ne me rappelle plus exactement le contenu, mais La ruche d'Elstrom. J'avais lu ça, c'est un livre de science-fiction où les gens, ils vivent, ils habitent dans une ruche, etc. On est là-dedans. Et on est vraiment là-dedans, je dirais, hein, avec des corporations immuables, permanentes. C'est-à-dire, on est dans des cases où on se retrouve vraiment dans un modèle de ruche avec les ouvrières, les guerrières, etc., etc., peut-être les bâtisseuses ou d'autres, avec tout en haut un genre de prédestination, tout en haut une élite aristocratique, hein, donc les grands détecteurs, et puis en plus de ça, en parallèle de ça, une fascination pour la technique, pour le technicisme. Et bon, personnellement, je l'affirme, nous ne sommes pas des insectes. Hein. Nous ne sommes pas des insectes, nous n'avons pas de prédestination. Aujourd'hui, nous voyons bien, on change parfois de métier, on change d'orientation, on change de vie parfois. Ça arrive aujourd'hui plus fréquemment parce que nous sommes malheureusement dans une situation un peu trop instable, mais c'est arrivé, je dirais, de tout temps. Et puis, on arrive également à une situation d'interblocage entre, d'une part, la tradition, ces corporations immuables, permanentes, un peu le modèle de société de Valérie Bugeaud, avec ses corporations, des monnaies parallèles, enfin, un système qui rappelle beaucoup l'Ancien Régime, quand même. Et donc une contradiction entre cette tradition et en même temps cette fascination et cette volonté de technique, de technicité, de techniques nouvelles et des choses comme ça. Et là on a complètement un interblocage. Ça fait partie des contradictions majeures auxquelles était confronté le national-socialisme. Interblocage, c'est un terme qu'on utilise en informatique, hein, deadlock. Hein, c'est l'étreinte mortelle, c'est-à-dire vous avez des injonctions contradictoires. Des contradictions insolubles totalement et qui vous pètent à la figure. Et dans ce modèle-là, on va dire qu'on trouve vraiment ça. Quoi, hein. Et c'est assez révélateur. Mais on va voir que ça se prolonge, page 197 et suivante, avec une description d'une phalange élitaire, c'est Mortemine qui le présente, le personnage principal. Une phalange élitaire, basée sur la sélection naturelle, avec beaucoup de blonds quand même, hein, il y a toute une variation de châtains, de blonds, et de blondes, bon. Avec une imagerie, je qualifierais de techno-médiévale, voilà, on retrouve ce mélange paradoxal, et puis comme un parfum d'homme nouveau, quand même, hein. Et j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, hein, les tentatives qui mettent en avant un homme nouveau,
ce sont les trois voies. Hein, trois voies. Chacune, à leur façon, propose un homme nouveau, le communisme, le fascisme ou le libéralisme, surtout dans sa variante néolibérale. Toutes trois proposent un homme nouveau. Et moi, les hommes nouveaux, ça ne conduit qu'à une décadence, c'est une forme de nihilisme également, quelque part, parce que c'est nier l'homme tel qu'il est. Alors, rentrons maintenant dans les aspects plus politiques. De quoi ce roman est-il révélateur? Donc, je vous préviens, l'émission va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis j'étais en retard en plus. Donc, voilà. Alors, de quoi ce roman est-il révélateur? Il est d'abord révélateur d'un profond pessimisme. Profond pessimisme, c'est une citation du livre qui est reprise en début et qui est reprise dans l'émission avec le président du Cercle Aristote. La France souffre davantage de la déchéance de ceux qui la défendent que de la vaillance de ceux qui la combattent. C'est le leitmotiv, cette phrase c'est le leitmotiv, quelque part, qui révèle un profond pessimisme. Comme il n'y a aucun espoir, hein, non. Hein, et c'est pas nouveau, nous allons voir, hein, ça vient de loin. Un pessimisme qui est partagé par Pierre-Yves Rougeron, donc le président, je crois que c'est le président ou le secrétaire général, on n'en sait rien, enfin le chef, on va dire, du Cercle Aristote, qui partage ce constat. Hein. Mais au fond, ce n'est pas un hasard, je dirais, c'est la crise de la bourgeoisie, la crise en particulier de la petite bourgeoisie, avec des Houellebecq, etc. Mais ça date pas d'hier. Toute cette crise, elle démarre même au 19e siècle. Elle s'amplifie au 20e siècle, mais avec des Kafka, avec des gens comme ça, qui se rendent compte que cette modernité, que ceux qu'ils prônent par ailleurs, on parle d'injonction contradictoire, mais là c'en est une autre, je dirais, ce libéralisme, ce modernisme, quelque part, il scie la branche de la société, il scie la branche des fondements sur lesquels la vie humaine et la vie en société humaine reposent. Et avec le summum de la bombe atomique, l'invention de la bombe atomique, et notamment tel que le dénonce et l'analyse Gunther Anders. Donc on a cette crise qui est profonde et qui est là, qui aboutit à ce pessimisme radical. On est pour le libéralisme, le capitalisme quelque part, mais on voit bien que ça détruit la société, des guerres mondiales, dont je parlais en introduction. La barbarie totale, la barbarie de la Première Guerre, mais de la Deuxième qui est beaucoup plus importante encore. Bon, pour nous, Français, la Première Guerre a une couleur particulière, je veux dire. Noir sang. Et donc, ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, et quelque part dont ce roman est également le révélateur, hein, et ce pessimisme est le révélateur, c'est l'incapacité à envisager une solution. C'est-à-dire que pris entre le modernisme, entre la tradition, entre le libéralisme, entre la monarchie, entre l'aristocratie, cette fascination des élites, de l'élitisme, il y a un enfermement qui fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de cet enfermement. Hein. C'est un autre enfermement. À gauche, il y a un enfermement aussi, hein, j'en ai déjà parlé. Mais là, on est dans un autre enfermement. Et la solution n'a pas été trouvée. Il y en a qui ont essayé d'en trouver. Hein. De Gaulle a essayé d'en trouver. Il a entrouvert la porte dans la bonne direction, je crois, effectivement. Il n'a pas été au bout et beaucoup ne l'ont pas compris. Du coup, ils accusent les hommes. Ils accusent les hommes, ils disent, c'est la citation, hein, les hommes ne sont pas à la hauteur, etc., ils sont nuls, voilà, et on se lamente là-dessus. Mais le fait que les hommes sont ce qu'ils sont aujourd'hui dans la situation de décadence du capitalisme, c'est un résultat de la situation actuelle. Ça fait partie de la barbarie actuelle, avec la chute du niveau d'éducation, etc., etc. C'est une donnée du problème. Il faut faire avec. C'est pas en l'accusant, mais vous ne sortirez de rien de cela. Et
Alors, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose hein? Non. Non. Je pensais que j'avais autre chose à dire à ce moment-là, mais je le dirai plus tard. Alors, soyons clairs, attention, ils ont de bonnes raisons de dire ça. Hein. Voilà, comme je dis, du niveau d'éducation, etc. Tout cela sont des réalités. Mais voilà, c'est une part du réel. Mais ils disent une part du réel, mais il y a d'autres gens qui disent d'autres parts du réel également. Et la question, c'est comment réussir à concilier toutes ces parts de réalité dans un nouveau modèle qui, justement, serait apte à dépasser les trois modèles qui nous sont aujourd'hui proposés et dont le seul qui surnage, qui s'en sort, qui est sorti du XXe siècle, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme, au travers de sa variante néolibérale. Comment faire? C'est la grande question, mais bon, vous savez que j'ai une réponse si vous me suivez depuis un certain temps à ce sujet. Donc, troisième partie, je dirais, de cet exposé issu de la lecture du livre Le Grand Soulèvement, des illusions à faire tomber. Des illusions à faire tomber, j'en ai parlé dans la Résistance, il y en a. Mais là, on va parler plus précisément de la droite conservatrice. La première illusion, c'est celle du sauveur, du Bonaparte, du De Gaulle, etc., qui va venir et qui va nous sauver, qui va faire le grand chef qui va sauver. C'est certes, l'histoire est faite par les hommes, mais il n'y a pas de magie. Ces hommes-là, ils surgissent parce qu'il y a des conditions historiques qui font qu'ils arrivent. Hein. La libération, par exemple, de la France dans la Deuxième Guerre mondiale, elle serait intervenue avec ou sans De Gaulle. Hein. C'est l'opportunité qu'il y ait des De Gaulle, qu'il y ait des Tito, qu'il y ait des gens comme ça qui sortent à ce moment-là, si vous voulez. Ça joue un rôle, mais à la marge. Le fait, par exemple, qu'on ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, effectivement, De Gaulle a participé de ça, qu'on soit à la table des vainqueurs, etc. Oui, ça a joué par le volontarisme, mais ça joue à la marge. La grande marche historique n'est pas changée par cela. Ces gens sont des catalyseurs. Les hommes sont nécessaires. L'histoire se fait par les hommes. Mais le sauveur qui tomberait du ciel, c'est le coup magique, le coup de baguette magique, si vous voulez. Ça a un côté... enfin, je veux dire, c'est une vision aristocratique de la politique. Une vision de razzia, une vision d'attaque de château. On va faire un coup, puis ça y est, hop, un coup d'État, machin. Hein, et puis ça y est, ça va tout résoudre. Non, ça ne résoudra pas tout. Vous allez passer d'une barbarie à une autre. Vous allez résoudre un certain nombre de problèmes, vous allez en créer d'autres à côté. Et moi, ça m'a fait penser à ça, c'est quand j'avais assisté au... j'ai compris ça lorsque j'avais assisté au congrès qu'avait organisé à Reims Juvin Brunet autour des CSP. Et à la fin de cette réunion, qui était le lancement des comités de salut du peuple, où il nous annonce sa candidature à l'élection présidentielle. C'est-à-dire complètement en décalage. Et je pense que ça m'a donné à réfléchir. Je me dit, mais comment a-t-il pu faire cette erreur qui était manifeste, quoi. Je pense justement parce que dans leur psychologie aristocratique, monarchiste, je dirais, pour dire les choses simplement, on va dire, on va faire un coup, on va attaquer le château d'à côté, puis ça y est, du coup, on va gagner le territoire, puis ça y est, mais c'est fini. Mais dans les sociétés complexes et avec plein d'institutions et de choses comme il y a aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça, et ça ne fonctionne plus comme ça. Et même à l'époque, ça fonctionnait un peu comme ça, mais pas que comme ça. Donc, voilà, c'est une première illusion, je pense qu'il faut oublier. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas importants, mais voilà, bon, je ne reviens pas. Deuxième illusion, c'est la possibilité d'un grand retour en arrière. Romain Guérin le dit, hein, parce que ça c'est être réactionnaire au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire réaction, c'est-à-dire on revient, on réagit, action, réaction, on repart dans l'autre sens, et ça n'arrive jamais. Ou ça n'existe pas dans l'histoire. Alors c'est arrivé quelquefois dans l'histoire, mais à chaque fois c'est une barbarie
il se met en place, justement. Une répression, un retour en arrière considérable et qui fait régresser le sens de l'histoire, justement. Et donc, si l'histoire a un sens, eh bien, il faut, je dirais, l'accepter et se fondre dans ce sens de l'histoire, l'accompagner, ce sens de l'histoire, et non pas se mettre à rebours en disant « non, on va faire tourner la roue de l'histoire à l'envers ». Et d'ailleurs, même Éric Zemmour en convient, en parole. Il dit, mais à chaque fois, les conservateurs, il ne dit pas les réactionnaires, mais face aux progressistes, ils perdent, etc. Mais oui, forcément, ils perdent parce que ils résistent, mais ils ne proposent pas une autre situation, une autre chose que de conserver les choses. Ils ne positionnent pas forcément les choses autrement que par un retour en arrière qui est quasiment jamais possible. Donc il en convient en parole, mais en parole seulement, puisque au fond, le mouvement politique qu'il a créé, c'est le grand retour en arrière, qu'une nostalgie d'une France oubliée qui n'a pas forcément existé tel qu'on se l'imagine souvent. Troisième et dernière illusion, le modèle, je dirais un modèle d'inspiration philosophique que j'ai résumé en monarcho-fasciste. C'est-à-dire un des trois modèles du XXe siècle, ne fonctionne pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Douguine qui a montré, qui a dit dans son bouquin La quatrième théorie politique. S'il dit le quatrième, c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, ces trois théories, celle du monarcho-fascisme, n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas, est disqualifiée totalement, définitivement également, comme on l'a vu pour la religion tout à l'heure, est disqualifiée définitivement à notre époque, puisqu'elle a été battue à plat de couture, éradiquée au XXe siècle. Donc ça ne fonctionne pas comme modèle de société. Et pourquoi ça? Il y a une raison fondamentale à ça. C'est que la société, nos sociétés, ont dépassé ce qu'on appelle le stade de la petite production marchande, qui est typique justement de la petite bourgeoisie, qui correspond la classe sociale qui est à la base de la droite conservatrice. C'est généralement les grosses troupes sont fournies par ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, petits commerçants, petits industriels, petits artisans, etc. Donc cette petite production marchande, typique de la petite bourgeoisie, avec eux qui étaient à la base dans la production, justement, eh bien, je dirais, a dépassé ce stade. On est à un stade industriel. C'est pour ça que cette histoire des corporations et tout ça, enfin, c'est une vision de la chose où il n'y a que des petits bourgeois, des petits producteurs les uns à côté des autres. Non, il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle ne reviendra pas en arrière. Elle est un fait, elle est là, et elle est là définitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dépassé, ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est ça la base sociale. Et donc, il faut forcément un autre modèle, un modèle de société, un quatrième. On va parler de la quatrième théorie politique de Douguine. J'ai fait des émissions à ce sujet-là, si ça vous intéresse, à la fin de l'année dernière. Voilà, donc c'est forcément un autre modèle. Ça ne peut pas être celui-là, ça ne peut pas être une ressucée d'un monarcho-fascisme qui est pas possible, qui n'est définitivement plus possible. Sauf à revenir à une société pré-industrielle. L'écart, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut arriver, hein, tu vas me dire, faisons une guerre atomique totale, en supposant qu'il y ait des survivants, et là oui, on va revenir à l'ère pré-industrielle, ça, il y a des chances, ouais. Bon. Mais venons-en, puisqu'on parle de ça, venons-en à la crise sacrificielle, justement, cette dernière partie de cette présentation longue. Qu'est-ce que c'est que cette crise sacrificielle? Parce qu'actuellement, en fait, on a, quelque part, une contradiction entre ce que j'appellerais les conservateurs et les réactionnaires. Les réactionnaires veulent revenir en arrière. Il faut revenir en arrière.
Le conservateur, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi qui vais vous le dire. C'est deux penseurs, justement, de la droite conservatrice, Alain de Benoît et Alexandre Douguine. Que disent-ils ensemble? De concert, je dirais. Le conservateur lutte non pas pour le passé, mais pour ce qui est permanent. Et ça, c'est très important. C'est, voilà, là, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je ne me considère pas comme conservateur, donc, voilà. Mais voilà, ces gens-là qui sont les penseurs du conservatisme, ils ne pensent pas le retour en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Donc ça veut dire qu'il y a malgré tout un sens à l'histoire, même s'il le dénie quelque part. Hein, mais nous allons voir ça. Mais ne lutte pas pour le passé, mais pour ce qui est permanent. Ah, mais ça c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'il y a de permanent? Qu'est-ce qui ne change pas? Eh bien, ce qui ne change pas, et là, la réponse, suite justement à cette évolution libérale, dans le sillage des Hobbes, des Locke, des Smith, etc., etc., qu'est-ce qui est permanent? Qu'est-ce qui a été dégagé comme permanent? Qu'est-ce qui a été dégagé comme quelque chose de propre à l'être humain? Le droit naturel. Le droit naturel qui remplace cette onction divine qui permettait au pouvoir monarchique de tirer une légitimité. La légitimité dans une société plus socialisée, c'est-à-dire plus centralisée autour d'un seul homme ou d'une aristocratie, c'est le fait de respecter dans le fonctionnement de la société l'homme tel qu'il est. Et l'homme tel qu'il est, l'expression de cela, ça s'appelle le droit naturel. Voilà. L'homme tel qu'il est. Et voilà, ça c'est permanent. Et bon, il y a plein d'études, enfin voilà, je vous renvoie à plein d'émissions que j'ai faites sur ce sujet. Et donc, du coup, mais, les traditions, mais on sait bien que les traditions, elles sont variables d'un pays à l'autre, elles sont variables d'une époque à l'autre. Les monothéismes, avant il y a eu le polythéisme, il y a eu le naturalisme, l'animisme. Il y a même des religions qui ne prévoient pas de Dieu, comme le bouddhisme. Donc non, le monothéisme, ça fait partie des choses, c'est pas permanent. Ça a été inventé à un moment donné, ça a été désinventé. Pensez à Akhenaton, par exemple, en Égypte. C'était inventé, puis désinventé, le monothéisme. Voilà. Donc, le monothéisme, tout ça, ce n'est pas permanent. Le droit naturel, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est, son caractère double, à la fois fait de nature et d'artifice, parce que nous sommes des animaux sociaux, et cette socialisation nous a transformés, y compris dans notre corps. Voilà ce que nous sommes. Et ça, c'est permanent, par contre. Ça ne change pas. C'est ce que veulent changer, d'ailleurs, les transhumanistes, qui, eux, je dirais, sont dans l'époque, quelque part. Hein. Ils ont compris ça, quelque part. Et que s'ils voulaient changer réellement quelque chose, il fallait changer l'homme, et donc, ça, c'est s'évader du droit naturel. Non. Si on veut rester humain, et rester ce que nous sommes, bien c'est le droit naturel qui le fonde. Et donc, il faut se retourner vers les penseurs humanistes, notamment. Hein, notamment, j'en ai cité quelques-uns, mais également, je dirais, vers Simone Veil. Simone Veil, qui, au cœur de la barbarie, a énoncé dans son ouvrage, c'est pas du tout un roman, dans son ouvrage L'Enracinement, qu'il a énoncé ce droit naturel. À ma connaissance, c'est la seule qui l'a énoncé de façon aussi précise, qui a osé le faire avec son regard perçant, je dirais, et pertinent. Donc, voilà le permanent. Donc, si on veut vraiment être un conservateur, quelque part, bien, c'est pas ces traditions, c'est pas le passé, c'est le droit naturel, c'est la seule chose qui ne change pas. Hein, parce que, comme disait Héraclite, hein, il n'y a qu'une constante, c'est le changement. Mais l'homme, lui, il reste, ou il change peut-être, mais à l'échelle des temps géologiques. Là, on n'est pas sur des changements à la vitesse que nous connaissons aujourd'hui. Et donc,
ce n'est pas non plus, hein, donc ce n'est ni les traditions, ni le monothéisme, ni ce genre de choses, mais c'est ni l'homme pré-philosophique, parce que ça, c'est Heidegger qui dit ça. Bien, revenons avant l'invention de la philosophie, avant le logos, avant le monothéisme aussi, hein, le retour des gothiques, etc. C'est ça qui est derrière ça aussi. C'est, on revient avant à la coutume, avant la séparation entre la nature d'un côté et l'homme. Hein, la mise à distance pour pouvoir observer la nature. Et donc, la progression de la raison et cette analyse qui permet d'analyser et de créer des modèles, justement, de ce qu'est la réalité, de se le représenter. Mais ça commence, là, je dirais ça, ça vient avec la philosophie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, en France, en Europe, en Grèce, mais également en Asie et en Chine, hein, j'en ai déjà parlé aussi, là dans le cadre du CDRS, parce que ça revient à essentialiser l'être. C'est-à-dire que l'être, non seulement il y a des choses, mais il ne bouge pas, il y a une comment dire, là il est essentialisé dans le sens où il ne peut pas être autre chose, il ne peut, comment dire, il est ça, il ne peut pas bouger. Hein, donc, le droit naturel, c'est une recherche externe de l'être. Hein. L'essentialisation, c'est l'être, il est allemand, par exemple, eh bien, il ne peut pas être autre chose, il peut pas... oui, c'est un mélange curieux d'une essence. La question du droit naturel, c'est d'essayer d'extraire les choses qui sont réellement indépendantes des sociétés, et pas liées justement à une société comme la langue, la culture, etc. Quand on essentialise des gens, généralement on les essentialise au travers de leur culture. Et ça, c'est pas une essence, moi j'appelle pas plutôt d'identité. Et du coup, le temps est complètement secondaire. Et là, on retrouve cette question. Et donc, évidemment, le temps est secondaire. Ben non, pas si l'histoire a un sens. Et je pense que l'auteur Romain Guérin converge là-dessus. Il y a, et en tout cas c'est ce qu'il dit, l'histoire a un sens, il y a une direction, au moins certains de ces personnages le disent, donc il doit le penser quelque part un peu aussi, et la roue de l'histoire ne tourne pas à l'envers. Jamais, ça n'existe pas. Alors, quoi? Vous allez me dire, bah oui, c'est bien gentil, mais du coup, t'as démoli à droite à gauche, t'as critiqué à droite à gauche, mais quoi alors? Bah, de nouveau, je vais citer Alain de Benoît, quelqu'un justement de la droite conservatrice, ceux qui poussent toujours. Ceux qui poussent toujours, eh bien c'est justement, on y revient, la négantropie. Cette tendance de la matière et de l'énergie à se structurer toujours plus. C'est ça le sens de l'histoire. Et c'est dans ce flux-là qu'il faut s'incorporer. C'est-à-dire que c'est pas, on ne va pas désinventer la révolution industrielle, non. On ne va pas revenir à la petite production marchande, etc., aux corporations, etc. Non. Il faut aller dans cette direction-là, mais évidemment, sans être dans les excès auxquels nous conduit aujourd'hui et l'impasse dans laquelle nous mène le capitalisme. Et il faut bien se rendre compte que là, nous sommes à un tournant important, puisque nous sommes à la fin de l'ère croissanciste, à la fin de l'ère progressiste, on pourrait dire. Et là, nous sommes à un moment très important de ce point de vue-là, puisque la négantropie tend justement à s'étendre, etc. Donc comment faire pour que la négantropie continue d'être préservée, qu'elle ne soit pas anéantie, par exemple par une guerre nucléaire totale, où là il y aura une régression de la négantropie, fatalement. Donc la fin de l'ère croissanciste entraîne, je dirais, une redéfinition également du bien et du mal. Puisque si c'est ça le sens de l'histoire, si c'est ça le moteur historique, dont, je dirais, le matérialisme historique qu'a théorisé Marx, est une des occurrences de la négantropie dans le domaine des sociétés humaines. Eh bien, ça veut dire qu'il faut redéfinir le bien et le mal. Le bien et le mal
ne repose plus sur des tables de la loi, mais doit reposer sur ce qui favorise la négantropie, au contraire de l'entropie, qui est le désordre, la croissance du désordre et la désorganisation, la dispersion de l'énergie. Et donc, ça nécessite une redéfinition du bien et du mal. Et en particulier, cela va avoir évidemment des impacts dans les 4 domaines principaux que nous avons identifiés, qui sont le domaine idéologique, le domaine spirituel, le domaine sentimental et finalement le domaine politique. Ces 4 domaines qui sont impliqués et impactés par ça. Et c'est effectivement la proposition qui sous-tend tous les travaux, la 4e voie, la constitution qu'on propose, c'est sous-tendu par tout cela, par tout ce cheminement théorique. Et en totale cohérence, y compris avec, peut-être qu'il désapprouverait, peut-être Alain de Benoît ce que je dis, mais je pousse simplement ce raisonnement jusqu'au bout. Hein, ou Dugin, hein, qui dit on a besoin d'une 4e théorie politique. Donc nous sommes à un tournant historique majeur. Tournant historique majeur. C'est pas simplement un tournant historique, c'est un tournant historique majeur. Parce que la fin de la croissance n'est pas une opinion. Comme on croit, ah oui, vous êtes décroissant. Non, c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est un fait. Et je vais vous le montrer. Bon, notamment, j'en ai parlé en détail lors de l'émission Mercredi de l'Espoir du 1er septembre 2021. Un tournant historique majeur, pour définir ce que c'est. Mais je vais vous prendre un exemple, un seul. Là, ce que vous voyez là, c'est le taux de fertilité des femmes, où sont comparées celles de la Corée du Nord en rouge, là on va dire, en orange, et celles de la Corée du Sud en vert. Mais les deux, qui a un système communiste, ou qui a un système capitaliste, eh bien, dans les deux cas, on a un effondrement du taux de fertilité avec 0,88 pour la Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud. D'ailleurs, c'est un pays qui va disparaître à ce rythme-là. Dans 50 ans, c'est un pays qui va disparaître. Mais ne croyez pas, la Corée du Nord ne remplace pas sa population non plus, puisqu'elle est à 1,81. Il faut 2,1 à peu près pour enfants par femme, en moyenne, pour simplement renouveler les situations. Donc la croissance, parce que depuis le néolithique, au moins depuis le néolithique, la croissance de la population mondiale ne s'est jamais démentie. Si, à un moment, justement, un moment de barbarie, à la fin de l'Empire romain, il y a eu une régression, à ce moment-là, de la population mondiale. Si, mais très courte, de courte durée. Sinon, la population mondiale n'a fait que croître, au moins depuis le néolithique. Là, nous sommes dans un phénomène où cela va prendre fin. Vous vous rendez compte, c'était il y a 10 000 ans. Si ça, c'est pas un tournant historique majeur, ça, c'est juste un fait. En Chine, la population vieillit, etc. Partout. Bon, il n'y a que l'Afrique qui est en décalage un petit peu arrière par rapport à ça. Mais ça ne changera pas la tendance générale. La tendance, elle est là. Et elle est là. Et en France, on voit bien que les gens font plus d'enfants. Donc, voilà la situation. Donc, nous sommes à un tournant historique majeur. C'est la fin de la croissance. La fin du croissancisme, dirait mon ami Christian Lerue. Et là, c'est simplement une observation. C'est un fait. C'est tout. Donc, forcément que ça a des conséquences, mais pas que ça qui a des conséquences, évidemment. Alors, comment cela va-t-il survenir? Eh bien, il n'y aura pas de nouveauté. Il y a aussi des constantes, je dirais, et je pense que ça sera au travers d'une crise girardienne, c'est-à-dire telle que l'a énoncé René Girard, c'est-à-dire qu'il va y avoir une crise sacrificielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une crise où la société antérieure ne pourra plus continuer telle qu'elle était avant. Et quelle est alors notre œuvre, avec des boucs émissaires, etc., etc. Je vous renvoie aux émissions du Cercle de renouvellement spirituel. On a consacré beaucoup d'émissions à la théorie girardienne, et que je crois juste, puisqu'elle se vérifie au travers des âges,
corroboré au travers de différentes civilisations, différents exemples, etc. Et donc, quel est notre travail? Voilà. Comment faire? Eh bien, cette crise, elle surviendra, fatalement. Et cet effondrement dont on parle, notamment des naissances, en est une des manifestations. Eh bien, il faut proposer ce qui viendra après. C'est à cela qu'il faut travailler. On revient toujours à cette quatrième voie, à cette quatrième tendance. C'est à ça qu'il faut travailler. Dans le prolongement de ce qui est, de ce qui a été notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Je le répète encore une fois. Donc, prolonger, mais pas prolonger pour, comme c'est aujourd'hui. Non, prolonger pour aller justement dans la bonne direction qui fait que la négantropie continue. Que cette tendance cosmique, je dirais, continue de se perpétuer. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons également dans la vertueux. C'est-à-dire que il faut montrer l'exemple. Il faut être les apôtres d'une nouvelle éthique. Parler de droit naturel. Le droit naturel, on va vous dire, oui, c'est les droits de l'homme, etc. Mais c'est une tarte à la crème, les droits de l'homme. Les droits naturels, on a pris ça comme cache-sexe, mais en fait, ils n'ont jamais été exprimés réellement. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou les suivantes, ce sont juste des amuse-gueules, ce sont juste des leurres pour vous faire croire qu'on vous respecte le droit naturel. Mais en réalité, on ne le respecte pas. Et c'est bien cette nouvelle éthique qu'il faut, qui est une mise à niveau que nous propose Simone Veil, justement. De cette éthique, et c'est cette vertu-là que l'on doit mettre en œuvre. Une vertu qu'elle a énoncée, que nous avons reprise dans le préambule de notre Constitution de façon beaucoup plus formelle que ce qui existait jusqu'ici. Alors évidemment, dès lors, forcément, on va être parti à rebrousse-poil, et c'est tout à fait normal, d'ailleurs, de la tendance actuelle néolibérale, décadente, woke, etc., etc. Oui, évidemment, bien sûr, c'est même ce qu'on souhaite. Mais à rebrousse-poil, dans un sens vertueux, dans un prolongement, qui donne un avenir, qui donne une perspective. Mais en étant à rebrousse-poil, il faut bien savoir, les premiers chrétiens, par exemple, qui étaient à une autre période historique, qui était une accélération de la croissance, l'accélération du rythme de la croissance, et après on a eu la révolution justement humaniste, qui a été une deuxième accélération de la croissance. Nous sommes au coude. Il faut négocier ce coude. Mais il faut aussi que, comme les premiers chrétiens, ou ceux qui ont fait, qui se sont battus pour imposer plus de liberté par rapport aux aristocrates, et chasser les aristocrates du pouvoir, parce qu'ils avaient les armes quand même, donc ils ont été prêts à se sacrifier. Les Jacoules croquants, il y en a eu, qui ont été massacrés pendant des siècles et des siècles, ou des esclaves qui se sont révoltés, qui ont été massacrés pendant des siècles et des siècles. Donc il faut être prêt aussi au sacrifice. Ça, c'est important. On ne fera rien si nous ne sommes pas prêts au sacrifice. Il faut l'avoir dans sa tête. Il faut le savoir, ça. Si on n'est pas prêt au sacrifice, pour ce que l'on croit, pour ses vertus, pour prolonger quelque chose, mais vous n'entraînerez jamais personne derrière vous. Si le chef n'est pas prêt à montrer l'exemple, à monter le premier comme l'a fait Napoléon, mais des Napoléons, comme je disais tout à l'heure, c'est un homme, mais il n'y a pas eu que des Napoléons dans les guerres, il y a eu Valmy, etc. etc. Voilà. Les hommes qui se mettent en œuvre, c'est les hommes qui font aussi l'histoire. Les hommes, pas un homme. Donc, prêt également au sacrifice, ça me semble important. Très important. Dans une crasse sacrificielle, il y a forcément des sacrifices. Et ceux qui sont, ce que dit Girard, c'est que ceux qui sont sacrifiés, c'est ceux qui vont être vénérés, ceux qui vont être après, qui vont devenir les idoles. Jésus-Christ, exemple le plus critique, Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour sauver les hommes, et bien du coup, c'est lui qui a été sacralisé après par son sacrifice. Je dirais c'est l'archétype de la crise girardienne, même si à un moment donné, il l'a un peu exclu, mais au final, il a convenu que Jésus-Christ faisait partie de sa théorie. C'était tellement évident, en même temps, c'était difficile de le nier. Alors, nous en arrivons à la conclusion de cette extrêmement longue émission. Il n'y a pas de solution plus directe. Ça ne va pas être Zemmour, ça ne va pas être les sauveurs, ça va pas être... Non, il n'y a pas de solution plus directe.
Il n'y a pas de solution immédiate. Il n'y aura pas de miracle. Ça, il n'y en aura pas. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de truc, de coup qui pourrait être fait. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit, parce qu'en nous laissant un peu sur notre faim, je dirais, Romain Guérin le dit à sa façon. Ouais, bon, tout ça c'est quand même une fiction, hein, on sait bien que ça ne marche pas. Puis, son livre le dit, mais l'expérience le montre également. Hein. Il n'y a jamais de miracle dans la vie. Hein. Les choses, malheureusement, suivent un cours qui est le cours naturel, la voie, le Tao, comme dirait Lao Tzu. Et il faut se fondre dans cette voie, dans ce flux, justement. Et donc la barbarie est inévitable. Il faut essayer de la limiter, justement, ça fait partie des travaux auxquels il faut travailler, c'est d'y résister, mais surtout de proposer autre chose, une autre voie pour en sortir, un espoir, justement. Mais elle est inévitable, désormais, depuis 2022, la dernière échéance était 2022, et même à l'échelle planétaire. C'est paradoxal parce que la France joue un rôle et a une aura particulière dans le monde. Mais c'est fini, c'était 2022. Maintenant, on voit bien que le train est lancé et on ne peut plus l'arrêter. Mais on peut le freiner, on peut le dévier. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et même, je dirais, quelque part, elle est nécessaire. Parce qu'il y aura une destruction des choses qui sont irrécupérables. Dans la société d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont des gens, des fonctionnements, des idéologies qui sont irrécupérables et qui doivent être détruites. Et qui seront détruites au travers de cette barbarie, justement. Et pour ne pas être détruit, parce que se sacrifier, c'est pas juste dire ah ben, on nous zigouille et puis voilà. Non, non. On se sacrifie pour quelque chose. C'est pas du nihilisme. Le nihilisme, c'est moi je m'en fous de toute façon, après moi la fin du monde, etc. Non. Le sacrifice, c'est on se sacrifie pour une cause, pour quelque chose, pour un autre avenir, pour un espoir. Et donc, cette destruction de l'irrécupérable est nécessaire. Et donc, il va s'auto-détruire, il sera détruit par les forces extérieures, par les forces intérieures également. Et puis, dans le prolongement de ça, j'ai envie de dire, attention au confort dans les certitudes. Moi, je vois beaucoup cela. Enfin, dans les gens de gauche, par exemple, ah, c'est extrême droite, ah ben non, on ne discute pas avec. Ah, c'est complotiste, ah ben non, on ne discute pas avec. Vous voyez, ils sont dans le confort de leur certitude. Mais je m'excuse s'il y a des gens de la droite conservatrice qui me regardent. Vous êtes un petit peu dans la même chose. Alors, c'est différent. Évidemment, les mécanismes sont différents. Mais ces traditions, ce monothéisme, tous ces trucs-là, vous êtes dans le confort de ces certitudes. C'est fini. Romain Guérin le dit. Mais il faut tirer les conclusions jusqu'au bout de ce qui est dit, de ce qui crève les yeux, j'ai envie de dire. Donc, il faut sortir du confort des certitudes. Il faut sortir de cette... oui, de ces habitudes, je dirais. De ce confort, de ce conformisme, de se conforter. Hein. Et donc, il faut des voies nouvelles et laborieuses. C'est-à-dire, ça demande du travail. Bah, voilà, il faut travailler, il faut faire son travail, et puis une fois qu'on l'a fait, on s'arrête. Mais voilà, il faut faire son travail. Et puis, voilà, quelque part, j'aurais envie de dire, de citer, avant de finir, Sénèque, qui nous dit « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. » Voilà. Vouloir, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas simplement dans la lamentation, hein, qui est une forme de nostalgie, etc. Non. Il faut vouloir autre chose, sans illusion, sans forcer les choses, en se coulant dans le flux. Hein, voilà. Pas de volontarisme, attention, quand je dis... Voilà. La volonté n'a de sens que si elle s'inscrit dans le flux. Alors, en résumé, lecture d'été, nous sommes encore en été, lisez-les, lisez le grand soulèvement, lisez Le but c'est la vie. Voilà, je vous invite, ce sont de bonnes lectures qui sont intéressantes, instructives, puis vous passerez un bon moment, hein, ça reste des romans malgré tout. Et si vous vous demandez quoi faire, eh bien, il faut bouger dans vos têtes, il faut bouger dans nos têtes, car l'avenir
Donc d'une part, donc voilà, il faut déverrouiller, hein, tirer toutes les conclusions, toutes les conséquences de ce que l'on voit, regarder ce que l'on voit et tirer les conséquences de ce que l'on voit, et se dire que l'avenir, en tenant compte justement que l'avenir n'est pas le passé. Hein. Même les penseurs conservateurs le disent, je les ai cités. La crise sacrificielle, il faut s'y préparer de différentes façons, mais il faut la préparer donc en travaillant à une nouvelle orientation qui s'inscrit dans le flux, en suivant le flux historique. Hein. Et puis, dernière consigne, entre guillemets, soyez prêts au sacrifice. Moi, ma devise, c'est, je vais la répéter, ma devise, c'est plutôt mourir que trahir. Dernière chose, Pierre-Yves Rougeron, Romain Guérin ont un peu accusé les hommes de ne pas être à la hauteur. J'ai déjà un petit peu répondu à ça. Je voudrais vous dire une dernière chose. Les hommes et leurs projets sont le reflet de la hauteur de leur vue. Prodiguez-leur un horizon et ils grandiront. Voilà le travail des intellectuels, de ceux qui font un travail intellectuel théorique. Prodiguer un horizon. L'horizon, c'est ce qu'on se regarde devant. Voilà, j'en ai donc terminé sur ces réflexions autour du livre Le Grand Soulèvement de Romain Guérin. Nous allons terminer, comme à l'accoutumée les chroniques, par un hommage à des victimes des barbaries. En Palestine occupée, la journaliste palestinienne Salma al-Quadoumi a reçu un tir dans le dos de l'armée israélienne dimanche 17 août. Des images montrent des chars de l'armée israélienne ouvrir le feu sur un groupe de journalistes à Khan Younis. Au moins 158 journalistes palestiniens ont été tués par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Au 15 août 2024, le bilan précis annoncé par le ministère de la Santé de Gaza est de 40 005 morts et 92 401 blessés. Sur une population initiale d'un peu plus de 2 millions de personnes. Vous vous rendez compte de la proportion. Voilà, on va passer à l'initiative. Pour concrétiser justement cette 4e voie, il y a l'émission Les Mercredis d'Espoir du 11 janvier 2023. Donc le site Viacad, si vous voulez en savoir plus. Nos réunions le lundi soir, direct Agora, je vous invite à y participer, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez également vous inscrire sur le site impcr.org pour être tenu informé de ce que nous faisons. Je vous invite à acheter, à lire le livre Le but c'est la vie, les livrets Émergence, à consulter également le site Cercle du renouvellement constitutionnel, Recours Constitution, également le site Recours Constitution, avec des actions plus concrètes dans la dimension juridique, et puis le Cercle du renouvellement spirituel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre émission.